La question du jour, comment convaincre la DSI de ne pas se focaliser sur la solution technique dès le commencement du projet? Si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst, je suis également blogueuse, youtubeuse, alors dans le sens très professionnel, je ne fais pas, je fais que du professionnel sur la business analyst, je n'ai pas le talent des youtubeurs à succès qui font plutôt du ludique. Moi, je reste à ma place qui est de vous transmettre les bonnes pratiques de l'analyse métier, vous aider à vous reconvertir si vous souhaitez devenir business analyst. Et si vous l'êtes déjà, business analyst, eh bien, vous apporter plein d'informations sur notre métier à toutes et à tous pour que on fasse grandir notre communauté de business analystes francophones. Je suis également membre du conseil d'administration de l'IIBA France, IIBA International Institute of Business Analysis, qui est le schéma de certification historique international pour tous les business analysts. Donc moi, j'appartiens au chapitre français. Et puis, je suis également formatrice en business analyse, notamment par le biais de mon école en ligne, bestofbusinessanalyst.fr, que vous pouvez retrouver depuis mon blog. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, à la page Facebook et aux différents réseaux sociaux sur lesquels j'interviens, n'hésitez pas, ça vous permettra de faire de la veille informationnelle facilement puisque je donne énormément de contenu gratuit. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter depuis mon blog. Tous les 15 jours, vous recevrez dans votre boîte mail plein d'informations, des articles, des vidéos, des podcasts, des informations sur les événements à venir. Tout ça, évidemment, gratuitement et ça vous permet de faire de la veille informationnelle. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour répondre à la question, comment convaincre la DSI de ne pas se focaliser sur la solution technique dès le commencement du projet? Je vais, comme d'habitude, structurer le live, le replay c'est pour plus tard, en 3 parties. Tout d'abord, comme je sais que tout le monde n'est pas business analyst en système d'information, pour nous, quand on parle de DSI, on ne se rend même pas compte que c'est un acronyme que tout le monde ne comprend pas. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est une DSI, donc la définition et ses rôles. Et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Ça sera l'objet de la deuxième partie, l'évolution des rôles de la DSI par rapport au pôle métier d'une entreprise et leur impact sur les projets de système d'information. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir en troisième partie, je vais vous donner mes conseils pour peser sur la réflexion de la DSI et donc pour les aider à ne pas commencer bille en tête dans la solution technique, mais de prendre un instant pour comprendre les besoins métiers. Eh bien, si vous ne comprenez pas ce qu'est une DSI, quel est son rôle par rapport au reste de l'organisation, vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît, eh bien, vous ne serez pas capable de conseiller, voire d'influencer, puisque dans la question, c'est bien convaincre. Moi, je parle plutôt d'aider, d'influencer pour faire prendre des bonnes décisions et éviter les risques projets. Eh bien, si vous ne comprenez pas tout ça, vous aurez du mal à comprendre aussi les enjeux que ça a sur votre rôle de conseiller avisé en tant que business analyst. Et on terminera bien sûr par les questions-réponses. Donc, si vous avez des commentaires sur vos propres expériences ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'y reviendrai dessus à la fin de ce live et ça sera sympa. Ça permet d'ouvrir le débat et d'avoir des retours d'expérience de business analystes expérimentés ou si vous êtes développeur, en tout cas si vous connaissez le monde des systèmes d'information, de transmettre votre propre expérience et de faire grandir un petit peu les bonnes pratiques et la connaissance du métier auprès de toute la communauté. Voilà, alors c'est parti. Première chose, comprendre la définition et les rôles de la DSI. Alors DSI, si vous ne connaissez pas, c'est tout simple, c'est directeur ou direction des systèmes d'information. Certains disent aussi direction des systèmes informatiques. Vous allez voir, ça a changé. Les synonymes IT, donc IT, l'acronyme, la lettre I, la lettre T, pour tout simplement Information Systems, ça c'est l'acronyme en anglais. Vous trouvez dans certaines entreprises le terme ancien de département ou direction informatique, mais maintenant, évidemment, ça va bien au-delà de l'informatique, on va y revenir juste après. Vous avez également le titre de CIO, Chief Information Officer, voire de CTO, donc CTO, Chief Technical Officer, c'est-à-dire le directeur des nouvelles technologies. Donc tout ça, en fait, ça revient à peu près à la même chose que DSI. Évidemment, ça revient à peu près parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de son ancienneté, si je puis dire, vous n'allez pas employer les mêmes termes et le périmètre ne sera pas forcément exactement le même.
Alors évidemment, quand on parle d'informatique, bon, on sait tous que maintenant l'informatique, on ne peut plus s'en passer. Dans les entreprises, c'est pareil. C'est pour ça que quand j'entends parler de transformation digitale, bon, il faut savoir qu'il n'y a plus de transformation digitale dans les entreprises. Les entreprises, sauf les peut-être tout petits artisans, mais voilà, tout le monde a de l'informatique à la base, tout le monde. Donc c'est pas une transformation digitale, c'est plutôt une optimisation du système d'information et de l'informatique. C'est vraiment l'informatique, c'est maintenant le point névralgique de toutes les entreprises et notamment depuis quelques temps avec l'essor du tout connecté et de ce qu'on appelle les data-driven companies. Alors les data-driven companies, pour faire très simple, c'est attribution basée sur les données. C'est une méthode d'analyse marketing qui repose sur les données qu'on peut recueillir notamment sur les sites web. Donc pratiquement, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des sites web. Il y en a beaucoup qui font du e-commerce, que ce soit pour vendre des produits ou des services. Et en fait, si elles se basent en fait sur toutes les données qu'elles recueillent pour savoir quels sont les canaux, par exemple, qui vont faire venir un prospect sur leur site, quelles sont les publicités qui déclenchent l'envie à un prospect d'aller sur leur site ou d'acheter un produit ou un service, quels sont les mots-clés les plus efficaces pour convertir un visiteur et le pousser à l'achat ou toute autre forme d'engagement. Donc ça, c'est super important, c'est vraiment tout ce qui est data-driven attribution, donc cette notion que je viens de vous expliquer, c'est vraiment hyper important pour une entreprise de nos jours pour lui permettre de grossir, de progresser, d'avoir une croissance qui continue et puis de faire face à des nouveautés qui arrivent tous les jours et à des concurrents qui arrivent tous les jours. Donc, c'est vital, c'est fondamental et la DSI, donc Direction des systèmes d'information, elle est essentielle pour maintenir la pérennité et la croissance de l'entreprise. Il y a encore quelques années, l'informatique était considérée comme un support, une sorte de, on va dire, serviteur des autres départements d'entreprise, comptabilité, achat, logistique, etc. Mais c'est plus le cas maintenant. Maintenant, le département informatique, donc plutôt de système d'information, puisque vous avez compris, c'est pas juste l'informatique, c'est le système d'information, tout ce qui fait qu'on informe à l'extérieur et à l'intérieur. Maintenant, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et on peut dire que c'est plus simplement un technicien en informatique qui va être à la tête d'un département de système d'information, c'est bien plus que ça et on va aller juste après dans le détail. Le rôle du coup de directeur de système d'information, il a énormément évolué. Donc au début, on appelait ça, quand je dis au début, c'est dans les années 80, on appelait ça un directeur informatique ou un responsable informatique. Et à l'origine, c'était vraiment que de la technicité en informatique pure. Donc en gros, sa mission, c'était de superviser les ressources et les équipes du département informatique et puis d'être capable en tant que technicien de l'informatique de prendre les bonnes décisions, choisir des langages à utiliser, des logiciels, etc. Au cours des décennies qui ont suivi, le rôle des DSI a énormément changé. Et comme je vous ai dit, c'est devenu la DSI vraiment le partenaire, pratiquement, enfin pas le plus important, mais le grand partenaire des PDG, des CIO pour les aider à mettre en place leur vision stratégique, leurs nouvelles offres, leur vision économique, etc. Et donc d'ailleurs, le DSI, souvent, il est au conseil d'administration dans les grandes entreprises, il fait partie des cadres dirigeants. Et il travaille beaucoup avec les autres cadres de l'entreprise, mais également aussi avec le PDG. Donc c'est plus juste un technicien hautement qualifié en informatique bien entendu, c'est d'abord en priorité un expert en informatique. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, puisqu'il doit maîtriser parfaitement l'environnement informatique de son entreprise, il doit le connaître comme sa poche. Et quand il y a de nouvelles technologies qui voient le jour, lui fait de la veille, il doit être capable de faire évoluer son environnement, l'environnement de son entreprise, infrastructure, etc., avec ces nouveautés. Bon, par contre, c'est vrai que dans les petites structures, il faut savoir que donc, les petites entreprises, c'est vraiment, ça reste quand même la compétence principale, c'est sa compétence en informatique. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu l'essor depuis quelques années de tout ce qui est stockage, transmission, analyse des données. Et le directeur des systèmes d'informatique, il est devenu un responsable important pour assurer que tous les objectifs stratégiques de l'entreprise pourront être mis en œuvre. Alors, ça veut dire quoi? Partenaire stratégique du PDG, par exemple, parce que l'innovation technologique, elle peut permettre de trouver de nouvelles idées de génération de revenus. Donc là, eh bien, c'est pas simplement le technicien qui va s'assurer que tout fonctionne, c'est vraiment être là pour aider le département des ventes, marketing, le PDG, à trouver des nouvelles idées de revenus par le biais des technologies, par l'innovation technologique. Le CIO, donc le DSI,
il peut être chargé d'identifier aussi comment optimiser la technologie d'entreprise pour accroître la productivité, par exemple en mettant en place des outils pour que les salariés puissent travailler de manière plus productive. Par exemple, je pense à tout ce qui est outils de business intelligence, les ERP, etc. Le but, c'est de faire en sorte que la productivité, elle augmente. Après, forcément, une certaine phase où lorsqu'on met en place un outil, il y a une courbe en V. Quand on fait la conduite du changement, on est en bas du V, donc la productivité diminue juste après la mise en place d'un nouvel outil, mais après, elle est censée remonter et carrément dépasser, bien entendu, la productivité avant la mise en place d'un outil. Je ferme la parenthèse. Le DSI, il aide aussi tout ce qui est dans la transformation numérique. Donc, je ne parle pas de transition numérique puisqu'on ne transitionne plus, on ne transite plus vers le numérique, on y est déjà, mais on se transforme continuellement, les entreprises se transforment. Et donc, ces initiatives de transformation numérique sont souvent centrées sur l'amélioration de l'expérience client. Et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça occupe vraiment une place vitale dans la plupart du business model des entreprises. Ensuite, le DSI, il examine notamment comment l'entreprise peut utiliser la technologie pour se positionner vis-à-vis des concurrents, voire les surpasser. Et pour y parvenir, souvent, il va mettre en place des plateformes numériques, il va adapter le mode opératoire de l'organisation. Et là, c'est important parce que normalement, on dit souvent que ce sont les processus métiers qui sont le point de départ pour mettre en place une solution informatique. Et bien de plus en plus souvent, comme le DSI, la direction des systèmes d'information, est vraiment partie prenante de la croissance de l'entreprise, eh bien ça va être dans l'autre sens, c'est-à-dire que la mise en place d'un nouvel outil, eh bien ça va changer les processus métiers. Donc ça c'est important à comprendre. Le DSI, outre toute cette compétence informatique, on va lui demander d'avoir des fortes compétences en leadership et en collaboration, puisque, vous l'avez compris, il ne doit pas être juste technicien, il doit être aussi vendeur. Par exemple, quand il va voir son PDG, il va lui proposer une nouvelle technologie qui sait pouvoir aider à faire croître les revenus ou à baisser les coûts, mais il doit pouvoir expliquer à son PDG en quoi cet investissement va effectivement aider l'entreprise. Donc, il doit être aussi un très bon communicant et un influenceur. Alors là, je vous donne le portrait d'un bon DSI. Pardon pour le terme de bon, mais effectivement, tout le monde n'a pas cette compétence. Je vous donne juste la théorie de ce qu'on attend finalement d'un bon directeur de système d'information ou directrice. Un DSI, c'est aussi évidemment un manager et son rôle est de gérer l'équipe d'informaticiens de l'entreprise, de recruter des nouveaux collaborateurs informaticiens. Là, évidemment, ça dépend de la taille d'entreprise parce que parfois, il encadre une très grosse équipe et puis parfois, il est tout seul, il fait tout. Au quotidien, il délègue la supervision de l'exploitation des opérations informatiques à soit une entreprise extérieure, soit à un COO qu'on appelle un Chief Operating Officer qui lui permet en fait de ne pas s'occuper de toute la partie exploitation opérationnelle, on va dire. Alors j'ai regardé, j'ai trouvé un sondage, il y a un sondage publié par Gartner, il date de 2015, mais déjà à l'époque, près de la moitié des directions de systèmes d'information dans le monde s'appuyaient sur un COO. Alors j'imagine qu'il y a une certaine taille pour ces entreprises qui ont répondu dans le sondage, mais ils s'appuient vraiment sur ce type de poste, de rôle, c'est le COO, Chief Operating Officer, pour remplir cette fonction. Et puis, dernière chose que fait la direction des systèmes d'information, c'est gérer les ressources matérielles, définir les budgets et élaborer la stratégie informatique. Donc, le directeur ou la directrice des systèmes d'information, il va participer forcément au comité de direction de l'entreprise, il va sensibiliser les cadres de direction, mais aussi les employés, à tout ce qui est valeur ajoutée des systèmes informatiques et des risques qu'ils représentent pour l'entreprise également. Franchement, c'est pas anecdotique. J'ai souvenir d'une mission que j'ai faite où le PDG n'était absolument pas friand d'informatique. Il bloquait tous les projets de systèmes d'information et la société en question a commencé à avoir de gros problèmes en termes de revenus. Et c'était une entreprise qui, du coup, est passée d'une image très valorisante, très bien perçue, à une image has-been, en fait, juste parce que le PDG n'avait pas conscience et n'aimait pas l'informatique, tout simplement. Donc, en tant que DSI, eh bien, ce rôle-là est important également dans un certain nombre d'entreprises, il ne faut pas le négliger. Voilà, donc ça déjà, c'était important pour moi que vous compreniez, si vous n'êtes pas familier avec tout ça, ce que c'est qu'une DSI, quel est son rôle. Parce que sinon, comment répondre à la question, convaincre la DSI de ne pas directement penser à la solution lorsqu'on commence un projet de système d'information, mais de commencer
par une réflexion sur le besoin métier. Si vous ne savez pas quel est son rôle, vous aurez également du mal à jouer votre rôle d'influenceur, de toute manière. Deuxième partie, c'est important également parce que le monde va très très vite et le rôle de la DSI évolue également très très vite. Donc là, je vais vous parler des rôles, de l'évolution des rôles de la DSI vis-à-vis des rôles des pôles métiers dans les projets de système d'information. Parce que initialement, on dit, dès qu'il y a un projet IT, de système d'information, bah, c'est la DSI qui s'en charge. Eh bien, ça change. Et ça change même beaucoup. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, il ne vous a pas échappé qu'on parle big data, data science, etc., cloud, voilà, le nuage. Donc, c'est effectivement technologiquement une grosse évolution qui a également changé la manière dont sont lancés les projets IT. Le big data, il faut savoir, bon, c'est pas l'objet du live, mais le big data, c'est plus quelque chose qui est considéré comme dépendant totalement de la direction des systèmes d'information. Maintenant, en fait, on considère que l'analyse des données concerne aussi la direction générale de l'entreprise et les employés qui peuvent accéder aux données, en fait, grâce aux outils en self-service et à une infrastructure externalisée sur le cloud. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a plein d'outils qui sont très matures, que même vous pouvez vous installer tout seul sur votre PC à titre personnel pour accéder à tout ce qui est intelligence artificielle, entre guillemets, bot, big data, donc manipulation des données de grande ampleur, etc. Donc, ah oui, alors là aussi, je vais vous donner des chiffres parce que je trouve ça super intéressant. Donc, il y a eu beaucoup d'études internationales et locales sur le sujet qui ont été initialisées alors, par des cabinets de recrutement pour savoir qui ils allaient recruter pour tel ou tel poste, s'il fallait avoir une compétence informatique, pas informatique, etc. Parce que vous voyez par exemple de plus en plus de rôles métiers, par exemple dans le marketing, où il faut avoir une compétence IT. Maintenant, hein, si vous ne connaissez pas les outils IT, vous êtes largué. C'est plus comme il y a quelques années où la compétence IT n'était pas importante. Maintenant, ça fait partie des compétences requises hein, dans les jobs. Donc, il y a eu des études, je vous disais, initiées par des cabinets de recrutement, par des éditeurs qui créent ces solutions sur le cloud, par exemple, et puis également tout ce qui est syndicats professionnels, associations professionnelles. Et là, il faut savoir que la DSI, elle n'a plus un rôle aussi primordial dans l'initialisation des projets Big Data. Ce phénomène est lié à ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui existent et qui sont faciles d'abord, on peut les aborder très facilement même si on n'est pas informaticien. Et donc, quand on est dans un pôle métier, marketing, vente, logistique, eh bien, on peut s'approprier tout seul sans demander à l'informatique, au département des systèmes d'information, on peut s'approprier tout seul certains outils. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi que il y a eu une déception, une sorte de vague de déception qui a été engendrée par plein de projets, enfin la mise en œuvre de plein de projets de business intelligence qui ne correspondaient pas finalement aux besoins des utilisateurs. Donc c'est vrai que les pôles métiers, quand ils sont mis en tant que key user par exemple, ou partie prenante dans des gros projets de business intelligence, et qu'au final ça ne répond pas à leurs besoins, grosse déception, d'autant plus que ça coûte très cher. Et là, il y en a beaucoup, et j'en connais, je peux vous assurer, qui se sont dit, ok, bah maintenant il y a plein d'outils comme on peut faire tout seul. L'informatique, ils sont bien gentils, ils nous mettent 4 ans de délai pour avoir notre outil, bah, il y a peut-être des choses qui existent et qu'on peut faire par nous-mêmes. Pardon. Les responsables informatiques, ils sont également, alors ça c'était des chiffres d'année dernière, ils sont même début d'année dernière, avant le Covid, ils sont près d'un tiers à reconnaître ne plus être incontournables pour les projets liés aux données. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est hyper important. J'ai plein d'autres chiffres. Par exemple, 79% des entreprises françaises ont déjà mené des projets de valorisation de données sans intervention de la DSI, mais 41% de ces participants, ils estiment quand même que la DSI reste un partenaire privilégié. Vous avez 51% des entreprises interrogées dans un sondage du Syntec numérique, en fait. Donc 51% des entreprises qui disent que ce sont les directions générales qui sont à l'initiative des projets de Big Data. Par contre, ils sont autonomes, entre guillemets, mais c'est quand même le fruit d'un succès préalable de la direction du système d'information pour mettre en œuvre des plateformes de business intelligence en self-service. Donc effectivement, il y a déjà eu une base préparée par la DSI. J'y reviendrai juste après. Après, on voit également que l'organisation de la donnée, la gestion de sa qualité sont accessibles à tous les collaborateurs d'entreprise et pas seulement le département informatique. Par contre, la gouvernance des données, elle reste centralisée au niveau des DSI dans 38% des cas.
Dans 16% des cas, ce sondage révèle que ce sont les directions métiers qui se chargent de la gouvernance des données, de leurs données. Par exemple, vous êtes un département marketing, c'est vous qui allez gérer vos données, vos outils, etc. Vous n'allez pas demander à l'informatique de le faire pour vous. Après, il y a aussi dans 22% des entreprises, la DSI et les métiers se partagent cette tâche. Donc voilà, là c'est vraiment important de comprendre que, et là c'est vraiment à retenir, donc il y a ces deux points. Premier point, beaucoup de DSI sont encore trop focalisés sur leur ancien rôle de technicien hautement qualifié en informatique et ne prennent pas assez la mesure de l'impact des systèmes d'information, de l'informatique, des technologies de manière générale, sur les objectifs stratégiques et économiques de leur entreprise. Et donc, ils ne prennent pas ce rôle. Et comme ils ne le prennent pas, c'est d'autres qui vont le prendre. Et donc, il y aura d'autres projets qui vont être lancés, mais pas par des DSI. Et à un moment donné, quand la DSI voudra se rapproprier, ou alors on va la mettre devant le fait accompli, par exemple, pour maintenir la solution, eh bien, ils vont crier parce que ce n'est pas eux qui auront lancé le projet et ils vont dire oui, mais ça ne marche pas, on aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça, etc. Donc ça, c'est la première chose. S'il y a des DSI qui m'entendent, qui me voient, ou s'il y a des managers, sachez que vous n'êtes pas juste un technicien hautement qualifié en informatique. Vous pouvez largement contribuer à l'essor de votre entreprise en termes de progression économique, d'augmentation des revenus ou de diminution des coûts. Il faut prendre ce lead à un moment donné. Il ne faut pas attendre qu'on vous le donne forcément, bien au contraire. Deuxième chose à retenir, c'est lié à la nouvelle ère technologique qu'on vit depuis quelques années, donc big data, cloud, etc. Tout ce qui est data-driven attribution dont je vous ai parlé au début. Ça a donc rebattu les cartes des responsabilités, la répartition des responsabilités en fait entre les pôles métiers et la DSI pour tous les projets informatiques qui sont liés aux données. Donc retenez qu'en général, les projets menés par la DSI dans tout ce qui est données, c'est surtout sur la valorisation des données et la gouvernance des données. En revanche, souvent, les projets menés par les pôles métiers, qui sont pourtant des projets informatiques, concerneront l'organisation et la gestion de la qualité des données. Donc voilà, important, je pense, de bien comprendre ça, surtout si vous ne connaissez pas encore suffisamment les enjeux des projets de système d'information. Alors, je vais arriver à la troisième partie et mes conseils pour peser sur la réflexion de la DSI. Je vous rappelle la question que je vais vous lire et qui est tout là-haut de mes notes. Comment convaincre la DSI de ne pas se focaliser sur la solution technique dès le commencement du projet? Alors, pourquoi cette question? C'est parce qu'en tant que business analyst, effectivement, nous, on sait qu'on commence par comprendre le besoin métier. Une fois qu'on a compris le besoin métier, on va réfléchir à comment le mettre en œuvre dans une solution. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la conception fonctionnelle. Comment identifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles d'une solution cible pour que ça réponde aux besoins métiers. Sachant que tous les besoins métiers ne seront pas adressés par la solution informatique. Certains besoins métiers, pour des raisons X ou Y, de budget, de complexité, de manque on n'a pas de consensus entre les parties prenantes, etc., peuvent ne pas, ou de délai également, peuvent ne pas être adressés dans la solution, ou du moins pas dans l'immédiat. Mais on part toujours besoin. Ensuite, une fois que j'ai compris tous les besoins, en tout cas les besoins du lot ou sur le sprint qui m'est assigné, je passe à la réponse technique. Eh bien, en général, il y a beaucoup de directions de systèmes d'information qui, dans leur tête, sont déjà dans la solution. Ils ont déjà identifié soit un éditeur pour une solution, soit techniquement l'architecture, comment ça allait faire. Ils sont déjà en train de réfléchir à tout ça. Et quand le business analyst arrive, que ce soit tout au début du projet, voire avant le projet ou en cours de projet, par exemple, vous arrivez au moment de la conception fonctionnelle détaillée, sachez qu'avant cette phase, dans un projet de système d'information, il y a eu plein d'autres étapes qui a conduit à arriver à cette étape de conception fonctionnelle détaillée. Et là, patatras quand on est business analyst et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu de besoins métiers qui ont été recueillis ou c'est très light, hyper léger, ce qui fait que quand vous allez commencer à faire la conception fonctionnelle détaillée, vous allez déterrer tous les jours des nouveaux besoins qui n'auront pas été élicités, donc recueillis. Donc élicitation, j'ai déjà fait des vidéos dessus, c'est le recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Donc quand je parle d'éliciter, c'est cette définition-là. Donc voilà, en tant que business analyst, ça peut être très très touchy parce qu'on vous dit, ok, dans 15 jours, tu me donnes tes specs pour tel lot, ou tu fais tes user stories pour tel lot, et en fait, vous vous rendez compte que, alors peut-être pas dans l'agilité, parce que c'est au contraire l'avantage de l'agilité de pouvoir recueillir les besoins métiers dans la foulée, mais en tout cas, souvent dans les projets gérés de manière un peu plus traditionnelle, on vous donne un délai pour concevoir
la solution de manière fonctionnelle et on ne vous a pas prévu dans votre feuille de route du temps pour aller recueillir les besoins métiers où on vous dit tiens, tu regardes le cahier des charges, tu regardes les BRD et en fait, c'est pas du tout suffisant. Donc, vous êtes obligé, vous, de creuser, sinon vous n'êtes pas capable de faire correctement votre conception fonctionnelle. Donc, c'est important déjà de comprendre pourquoi la problématique se pose, pourquoi cette question a été posée plein de fois par les business analysts. Et donc, comment faire quand vous arrivez par exemple dans un projet où justement la feuille de route elle est établie? Comment faire pour agir dessus? Le chef de projet n'a pas du tout envie que vous arriviez avec vos gros sabots et que vous pétiez sa feuille de route, sa roadmap, son planning, que vous réclamiez un budget supplémentaire, etc. Pareil pour le DSI. Donc, mes conseils, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Premièrement, il faut que vous compreniez le positionnement de votre DSI au sein de l'entreprise dans laquelle vous intervenez. Est-ce que c'est une DSI qui est considérée plutôt comme un support technique, qui va faire la maintenance ou des infrastructures ou des applications, mais qui n'a pas forcément de pôle projet? Est-ce que par contre, ça peut être un vrai partenaire stratégique de la direction? C'est très simple. Déjà, si vous avez un CIO, souvent, c'est induit, il est dans le board of directors, il est vraiment le partenaire du PDG et des autres cadres exécutants. Donc si déjà il est dans le comité exécutif, c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'on compte sur lui pour participer à l'essor économique de l'entreprise. Si par contre, effectivement, c'est, comme j'ai pu le rencontrer, des entreprises qui sont entre guillemets anciennes, ça fait longtemps qu'elles existent, après elles ont progressé, mais elles n'ont pas fait non plus une énorme progression dans leur secteur, et il y a eu des besoins qui ont évolué, et la direction, c'est plutôt une direction informatique, c'est très technique, puis progressivement, comme il y a eu l'évolution des nouvelles technologies, tous les enjeux dont je vous ai parlé au niveau innovation, on va leur mettre sur la table des projets innovants ou de systèmes d'information auxquels ils n'ont pas du tout l'habitude, parce que eux, c'est des techniciens. Donc, déjà identifier un petit peu quel est le profil de la DSI, de votre DSI. Deuxième chose, ça va un peu avec, mais il faut identifier la répartition des rôles et responsabilités entre les pôles métiers et la DSI pour tout ce qui est projet lié aux données. Donc, si vous avez un projet lié aux données, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez plutôt l'impression qu'il y a des sortes de key users, d'utilisateurs clés dans les pôles métiers, donc comptabilité, marketing, etc., où c'est des gens qui sont déjà en fait des business analysts, mais ils ne le savent pas, en général, ils ne le savent pas, mais qui ont l'habitude de toucher l'informatique, ils comprennent des notions de base de l'informatique, etc. Ils ont l'habitude d'être l'interlocuteur clé du département informatique chez eux, et c'est eux qui initient des projets, ou c'est eux qui vont aller faire du benchmark pour trouver des analyses comparatives de différentes solutions et qui vont dire on veut cette solution, on a fait faire un POC au commercial de la solution et il nous a montré comment ça fonctionnait, c'est ça qu'on veut. En fait, en gros, ils ont déjà fait le boulot de ce que devrait faire une DSI. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, je dis juste qu'il faut identifier la répartition des rôles et responsabilités entre quels sont les projets finalement initiés par le métier et quels sont les projets initiés vraiment par la DSI de votre entreprise. Pour tout ce qui est projet lié aux données en particulier. Et je vous ai parlé tout à l'heure de, attention, il y a parfois certains projets qui sont initiés par le métier, donc tout ce qui est organisation et gestion de la qualité des données. Par contre, une fois que ça s'est mis en place, la valorisation des données, la gouvernance des données, leur maintenance, ça sera plutôt géré par le pôle IT, la DSI. Donc ça, avant de tout péter et d'aller voir vos DSI en disant oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, déjà comprenez bien les enjeux, dans quoi vous mettez les pieds, première chose. Ensuite, troisième chose, je l'ai intitulé psychanalyser votre DSI. Mais c'est vrai en fait. Alors, je prends l'exemple, cette fois-ci, vous allez plaider votre cause et expliquer à un interlocuteur des DSI. Alors, ça peut être un chef de projet, ça peut être un directeur de système d'information, peu importe. Moi, je mets DSI de manière générale. Mais il faut savoir que si vous d'emblée vous arrivez en disant non mais j'y arriverai pas, là, il faut que je recueille les besoins métiers, je peux pas directement faire la conception de la solution, il me manque plein d'informations, vous allez le mettre déjà sur la défensive, la mettre sur la défensive, parce que ça peut donner l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est pas le but, hein. Le but c'est vous montrer que vous êtes à la hauteur, justement vous connaissez bien et c'est pour ça que vous conseillez
de ne pas commencer directement par la solution technique. Donc déjà, ça peut vous porter préjudice. Et deuxièmement, ça peut lui le mettre ou elle la mettre sur la défensive parce que il a déjà tout planifié, il a réussi à avoir un budget, ça n'a pas été facile. Il sait que le budget il est déjà hyper court, qu'il aura du mal à tout faire avec le budget qu'on lui a accordé, que peut-être le PDG n'est pas très ouvert sur les projets de système d'information ou qu'on lui dit non, on a déjà lancé un projet comme ça, on va pas recommencer. Donc lui, il y a un passif entre guillemets que vous connaissez pas. Donc vous n'allez pas d'emblée râler en disant qu'il faut commencer par analyser, recueillir les besoins métiers. Il faut déjà le comprendre et se mettre à sa place, comprendre dans quel état d'esprit il peut potentiellement être. Et cet état d'esprit, il est double. D'abord, il est lié à ses propres compétences professionnelles. Donc si c'est un DSI, si c'est un chef de projet. Est-ce que c'est un technicien en informatique qui a évolué vers un poste à responsabilité, que ce soit DSI ou autre, mais il reste technicien IT dans l'âme, c'est son truc. Il y en a plein, ils n'aiment pas manager, ils ont suivi un processus de carrière qui les a amenés à être chefs, mais en réalité, ils n'aiment pas manager, ils aiment bien, voilà, il reste des techniciens dans l'âme, c'est ça qu'ils aiment, quoi. Et d'ailleurs, vous les voyez souvent parce que ces gens-là, ils vont aller toucher aux bases de données, alors que c'est pas eux de le faire. Ils vont faire des tas de choses qui ne sont pas de leur ressort, mais parce que justement, ils aiment ça, tout simplement, ça leur manque. Donc, quel est le profil de l'interlocuteur que vous avez en face de vous? Alors ensuite, est-ce que c'est au contraire, il n'est pas technicien IT dans l'âme, ou alors peut-être qu'il a été, mais il a évolué, et lui, il est plutôt manager, cadre dirigeant, et il a une vision économique, financière, stratégique, globale du département, déjà, de son département, du système d'information et de l'entreprise. Déjà, vous le voyez, sa manière de parler, quelqu'un qui vient tout le temps vous demander, il parle de finance, bah, vous vous rendez compte déjà dans sa tête, ça va être ça. La première chose à laquelle il va penser, c'est combien ça va me coûter ou combien ça va me rapporter. Donc ça va être déjà sa manière de penser. D'autres vont être orientés, ah oui, c'est une entreprise qui croit beaucoup et mon PDG nous a demandé d'essayer de convertir un petit peu plus ou de trouver des nouvelles idées. Et là, il va se dire, voilà, je vais peut-être proposer à mon PDG des pistes de croissance innovantes, peut-être parce que ça l'intéresse lui, parce qu'il fait de la veille informationnelle et ça le fait kiffer, quoi, de regarder tout ce qui existe, toutes les nouveautés, ou parce qu'il est vraiment impliqué dans utiliser les innovations technologiques pour la croissance de l'entreprise. C'est vraiment des profils très différents. Ce qui n'empêche pas d'être un technicien informatique, hein, mais il a une vision déjà beaucoup plus orientée entreprise, organisation avec un grand O. Hein. Après, la personnalité de votre interlocuteur, elle est importante parce qu'effectivement, vous aurez le financier qui pense qu'à ses sous, à son budget. Vous aurez le visionnaire qui a toujours des super idées pour améliorer les choses et à la limite, lui, c'est plutôt l'inverse. Il veut toujours le dernier gadget à la mode et il est très facilement influençable par des commerciaux, d'éditeurs qui vont lui montrer le truc à la mode, voilà, qu'il a envie aussi d'avoir. Il y a aussi le technicien, je vous l'ai dit. Il y a aussi des leaders, il y a des vrais leaders charismatiques. Malheureusement, c'est pas assez fréquent que ça, mais quel que soit le poste. Il y en a qui sont effacés, qui auront du mal après, du coup, à argumenter face à leur propre direction. Il y en a qui sont plutôt amicaux, on va dire. Ils sont tout le temps en recherche d'être potes avec tous les gens de l'équipe, etc. Donc, déjà, la personnalité est importante pour votre manière de les convaincre. Après, qu'il faut commencer à penser besoin et pas solution informatique en premier. Ensuite, aussi, ça continue dans la psychanalyse de votre DSI ou chef de projet. Réfléchissez aussi ou essayez de comprendre, c'est plus subtil, quels sont ses objectifs de carrière personnelle, quelles sont ses compétences relationnelles et comportementales, parce que dites-vous bien que la plupart des projets de système d'information, un certain nombre de projets de système d'information qui échouent, et c'est dans le top 5 des causes racines des projets qui échouent, c'est parce que les parties prenantes, les dirigeants ne sont pas d'accord entre eux. Et en fait, ça va être des guerres d'ego. Donc, guerre d'ego, souvent, parce qu'il y en a un tel qui veut prendre le lead sur le sujet ou qui veut montrer qu'il est incontournable, etc. Donc, les objectifs de carrière de votre DSI vont être importants, mine de rien, et ses compétences relationnelles et comportementales aussi. Donc, est-ce que vous risquez de le mettre en danger, sans vous en rendre compte, bien sûr, si vous lui demandez de sortir sa zone de confort? Par exemple, c'est un technicien IT, et vous allez lui dire, en gros, de se positionner plus sur la compréhension du métier, et de se positionner plus sur son rôle de communicant avec ses pairs, PAIRS.
Peut-être que lui, il n'aime pas ça. Donc, inconsciemment, il va vous dire non parce que lui, il n'est pas à l'aise avec ce que vous lui demandez, comme effort en fait. Est-ce qu'il cherche à progresser dans l'entreprise? Par exemple, voilà, apporter des nouvelles solutions à son PDG, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt consensuel? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt un DSI qui est plutôt focalisé aussi sur la satisfaction utilisateur ou alors sur les KPI de son service, par exemple, donc les KPI, les indicateurs de performance. Mettons qu'il est jugé parce qu'il a comment ça s'appelle, une rémunération variable sur combien de projets sont lancés par an. Alors ça, c'est dans les grandes entreprises. La satisfaction des utilisateurs, si elle est mesurée ou pas, les dépassements de budget, les dépassements de délai, etc., etc. Donc ça, il a des KPI sur lesquels il va être jugé en tant que manager. Donc, effectivement, ça peut toucher, en fait, votre demande va peut-être toucher à ça. Et puis, quelles sont ses relations avec les pôles métiers? Est-ce que c'est plutôt conflictuel ou est-ce que c'est un partenariat? Il y a des entreprises où la DSI et les pôles métiers, ils se fritent, mais alors bien, bien, bien. Et donc, les réunions, ça part en live. Donc, forcément, ça peut être compliqué de leur dire, il faut penser métier, il faut aller voir le métier, il faut penser besoin, etc., avant de commencer solution. Le nombre de fois où j'ai entendu, non mais de toute manière, quand on s'adresse au métier, en général, ça devient encore plus compliqué qu'avant. Nous, c'est simple, on sait ce qu'on veut, on fait ça, et on leur imposera, et ils s'adapteront. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai pu l'entendre. C'est dramatique, franchement, mais ça arrive encore souvent. Donc ça, c'est ce que j'appelle la psychanalyse de votre DSI. Une fois que vous avez fait tout ça, alors ça peut être rapide, parfois on le sait de manière instinctive, mais pensez-y avant. C'est là que vous allez préparer votre argumentaire, puisque le but c'est de convaincre. Donc c'est une sorte d'argumentaire de vente. L'objectif, de faire comprendre à votre chef de projet ou à la DSI qu'il faut commencer par réfléchir besoin métier avant de réfléchir solution. Donc on ne s'attaque pas à la description de la solution si on n'a pas compris clairement les besoins métiers qui sont sous-tendus. Alors, première chose, vous allez vous focaliser sur le DSI. Avec tout ce que je vous ai dit avant, vous vous mettez dans sa peau, quelles sont ses peurs, quelles sont ses attentes, qui est-il, est-ce qu'il a des attentes perso, sous-jacentes, tout ce qui est besoin non exprimé, latent, caché, que nous on va recueillir auprès des contributeurs, et bien il y en a aussi côté de votre management. À qui le DSI devra rendre des comptes? Est-ce qu'il sera en mesure aussi d'argumenter solidement auprès de ses propres chefs ou de son PDG avec les arguments que vous lui apportez? Prémâchez-lui le travail. Apportez-lui des arguments factuels, chiffrés, clairs, nets, précis, non ambigus, pour que lui, après, il ait juste à les prendre et à les apporter pour demander un budget, par exemple, supplémentaire, pour pouvoir avoir le temps, ou un délai, ou des ressources, pour avoir le temps de faire ce recueil de besoins métiers. Donc, focus déjà sur le DSI pour vous mettre à sa place. Deuxième chose, faites preuve de pédagogie. Ça fait partie vraiment des compétences relationnelles et comportementales d'un business analyst. On fait tout le temps de la pédagogie, que ce soit auprès des contributeurs ou du management. Sachez que déjà, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes capable d'expliquer clairement votre rôle, votre métier de business analyst? Alors j'espère oui avec tout ce que je vous donne comme information, mais déjà, si je vous dis là maintenant, c'est quoi ton rôle, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que en quelques mots, vous êtes capable de le faire? Ensuite, est-ce que vous êtes capable de donner votre plus-value? Et je vous retourne la question que vous vous posez, est-ce que vous-même, vous êtes capable d'expliquer pourquoi on doit commencer par penser besoin métier avant de penser à la solution elle-même? Est-ce que vous-même, vous êtes capable d'expliquer? Parce que sachez que si vous avez déjà du mal à l'expliquer, clairement, sans ambiguïté, eh bien, pensez bien que votre DSI, il aura encore plus de mal que vous parce qu'il connaît mal la business analyse. En tout cas, il pense que le business analyst, il est là pour faire des specs et des tests métiers éventuellement et la formation utilisateur. Et voilà, il est complètement, voilà, c'est très restreint dans sa tête, le rôle d'un BA. Donc déjà, première chose, vous soyez au clair avec ça et expliquez clairement, de manière synthétique, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à vous accorder, tous ces gens-là, ce qu'est la BA. Une fois qu'il a compris, il faut aussi que vous expliquiez juste, attention, le besoin métier, il y a des besoins exprimés, mais même les besoins exprimés, parfois, ils sont mal exprimés, et ce n'est pas des besoins racines. Et puis, vous avez aussi les besoins latents, les besoins cachés, les besoins non exprimés. Et tous ces besoins-là, plus on les découvre tard, plus ils vont coûter cher au projet, parce qu'ils vont émerger à un moment donné, de toute manière. Donc, si on ne prend pas le temps de les recueillir au début, ça va nous répéter à la gueule plus tard, de toute manière. Et ça va coûter cher. Et plus l'architecture informatique aura été déjà mise en place, plus le projet aura avancé, plus ça va être complexe, voire impossible à faire.
et dangereux, du coup pour le projet et forcément pour le porteur du projet, qui est sans doute la personne avec laquelle vous parlez. Donc déjà, lancez des petites perches en disant « Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a recueilli tous les besoins cachés, latents, non exprimés, etc. » Ensuite, donc vous devez expliquer très rapidement, hein, mais vraiment très rapidement ce que c'est que ces différences-là, et expliquer qu'un besoin n'est pas une exigence de la solution. Vous pouvez avoir besoin de quelque chose, et dans la solution informatique, ça va être mis en place sous forme de fonctionnalités ou d'exigences non fonctionnelles qui seront tout ou partie capables de répondre aux besoins initiaux. J'ai fait déjà des vidéos dessus, donc je ne reviens pas dessus. Mais expliquez très rapidement également pour que vous soyez bien sûr qu'au moins ça a germé dans sa tête, même si sur le coup il vous dit oui, oui, je sais, ça va germer, ça va germer. Ensuite, soyez capable de mettre en lien le recueil des besoins métiers, la plus-value et la réussite financière du projet et de la satisfaction des utilisateurs. Donc là, je parlais tout à l'heure des KPI qui mesurent la réussite, soit du département des systèmes d'information, soit du projet, ou les deux. Donc là, voilà, soyez capable de vraiment leur expliquer que plus on découvre tard les besoins métiers, parce qu'ils vont finir par ressortir, que ce soit pendant les tests d'acceptance, que ce soit pendant la formation utilisateur, ou même pire, après le déploiement de l'application, donc là on jette carrément parfois l'application, eh bien mettez-leur cette information vraiment, exprimez-la, voilà, exprimez-la. Ensuite, la satisfaction utilisateur aussi très importante. Si par exemple c'est une application pour des clients finaux et que par conséquent les clients potentiels, ils n'achètent pas les produits parce que ça a été mal fignolé, ça fait perdre de l'argent à l'entreprise et ça peut être un risque pour le DSI s'il a mal joué. Donc aussi, essayez d'être dans une perspective, ce que j'ai marqué, product owner, business owner et non pas seulement chef de projet, c'est-à-dire imaginer la solution dans son ensemble depuis le moment où on a l'idée de créer une solution informatique pour répondre à un besoin jusqu'au projet et à sa mise en œuvre dans le concret, dans la vie réelle. Parce que de plus en plus, les chefs de projet vont pas disparaître, mais leur rôle va être minimisé, voire parfois disparaître au profit de ce qui est business owner. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je m'excuse, j'aurais pas dû m'embarquer dedans parce que ça risque d'être trop long, mais réfléchissez sur la solution dans son ensemble et faites preuve de pédagogie pour expliquer en quoi ça a un impact de penser solution avant de penser besoin métier dans son ensemble. Troisième chose à faire, focalisez-vous du coup cette fois-ci sur le projet ou la demande d'évolution si c'est de la maintenance applicative. Il faut que vous ayez bien en tête que forcément en face de vous, vous avez quelqu'un qui a des attentes en matière de gestion de projet, délai, budget, ressources allouées. Également, il va mesurer ses risques. Les risques métiers, les risques technologiques, les risques sur le projet, les risques sur sa propre carrière, d'où la subtilité qu'on doit avoir. Parce que dans sa tête, il va se dire, le DSI ou le chef de projet, qu'est-ce que je risque à proposer telle ou telle chose, qu'est-ce que je risque à ne pas le proposer. Jeu d'influence, très important. Également, le comportement à avoir, ça c'est la dernière chose. Excusez-moi pour les notifications, j'ai oublié d'éteindre une application, je vais le faire de suite. Hop, voilà, ça y est. Alors, dernière chose, le comportement que vous, business analyst, vous devez avoir est hyper important. Parce que pour mener à bien tout cet argumentaire que vous aurez donc préparé, ça s'improvise pas, vraiment. Réfléchissez correctement avant. Il vaut mieux prendre du temps pour réfléchir à ça, pour avoir un succès derrière, plutôt que d'y aller bille en tête et râler un bon coup parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour recueillir les besoins métiers. Et votre comportement est hyper important. C'est-à-dire écoute, empathie, encore une fois, mettez-vous à la place de votre interlocuteur, qu'il soit manager ou pas, toujours important. Les capacités d'influence, j'ai fait des articles dessus, allez les lire si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, mais peaufinez, ça peut être marrant d'ailleurs de peaufiner sa capacité d'influence. Et puis, encore une fois, donnez des arguments étayés, chiffrés, factuels, que votre propre DSI pourra lui-même réutiliser pour aller chercher un nouveau budget ou des nouvelles ressources, etc. Et ne soyez pas dans l'émotionnel. Voilà, soyez pas dans l'émotionnel. Donc, vraiment factuel. Et puis, encore une fois, positionnez-vous en conseiller avisé du roi. Vous êtes là vraiment en conseiller. Il faut qu'il se sente soutenu, votre DSI, pas attaqué, pas jugé parce qu'il n'a pas prévu une phase de recueil des besoins. Encore une fois, il ne connaît pas aussi bien que vous, normalement, votre métier. Donc, soyez là pour conseiller. Si jamais, parce que ça arrive, malheureusement, évidemment, si jamais vos tentatives échouent, alors moi, ce que je fais personnellement, mais dites-moi en commentaire comment vous faites,
Je prends acte, je suis conseillère, j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai mis en avant les risques. Si devant moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis, c'est son droit de décisionnaire. Donc je prends acte, ça veut dire que je le dis, très bien, je respecte ton choix, pas de souci, je ferai au mieux avec les ressources que tu m'as données. Par contre, je mets noir sur blanc les risques encourus, puisque je les ai déjà un petit peu analysés. Donc je lui dirais, attention par contre, on risque de trouver des besoins non exprimés, latents, cachés, plus tard dans le projet. Sois-en conscient, parce que si ça arrive, on risque d'avoir des problèmes. Donc je te propose, parce que là c'est la troisième partie du plan d'action, de cette réaction que j'ai personnellement, c'est que je propose un plan d'action. Je ne dis pas, voilà les problèmes que tu vas avoir, uniquement, puis je m'en vais. Je dis, voilà le plan d'action. C'est en général tout simplement une gestion des risques. Et la gestion des risques, c'est de dire, voilà, on va faire la liste de tous les risques potentiels encourus, du fait de ne pas avoir élicité les besoins, et on va les suivre. Et pour chaque risque, on va tout simplement prévoir à l'avance une réaction de mitigation en anglais, d'allègement du risque. Et en fait, on va préparer ça à l'avance et on va le suivre lors des comités opérationnels, des comités de pilotage. Donc ça, en tant que BA, vous pouvez le faire, ça ne mange pas de pain. Effectivement, c'est un peu de travail, mais au moins, quand il arrivera forcément les risques qui sont réels et qui vont arriver de toute manière, ils vont arriver, ces risques-là, ils vont se matérialiser, un ou plusieurs, eh bien, vous aurez matière à expliquer, déjà à justifier que ce n'est pas de votre faute, parce que sinon, ça vous retombera sur le nez, ou sur le nez de la DSI. Ça sera des arguments très forts pour discuter de manière adulte avec les autres directions, métiers ou au sein de la DSI. Et puis, surtout, vous aurez déjà un plan d'action que vous pourrez proposer pour mitiger le risque. Donc ça serait une grosse plus-value. Et puis, surtout, restez transparent tout au long du projet ou de votre mission. Communiquez si vous vous rendez compte que le risque qui se matérialise, attendez pas le prochain plan, enfin le prochain steering committee dans un mois. Communiquez, parce que ça peut impacter la qualité de la solution, la satisfaction utilisateur, et ça, il faut vraiment le dire au plus tôt possible. Voilà, donc j'ai été très longue, je m'en excuse vraiment, mais c'était un gros sujet qui revient très souvent et je sais que ça intéresse et interpelle beaucoup de business analystes. Je vais passer à vos questions et commentaires. Si ça vous a plu, merci de liker cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, pour ceux qui regardent le replay, ou tout simplement le live là sur Facebook. Likez pour me dire que ça a convenu, ça a répondu à vos attentes par rapport à la question et que vous êtes content de moi, quoi. J'ai bien bossé, voilà, tout simplement. Je me retourne sur mon monitoring et je regarde un peu vos questions s'il y en a. Alors, je n'en vois pas, donc je vais attendre 2-3 secondes, mais a priori, s'il n'y en a pas, c'est que vous n'en avez pas et que j'étais claire. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir quelques retours d'expérience de vous, si vous êtes business analyst, pour tout simplement savoir si vous avez eu affaire à ce genre de situation où vous devez convaincre votre DSI de penser aux besoins métiers avant de s'attaquer à la solution. C'est pas grave, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre juste après en commentaire, on les lira a posteriori. Vous pouvez aussi me poser vos propres questions ou vos idées de live par mail alice@bestofbusinessanalyst.fr et j'adresserai bien entendu vos questions dans un live ultérieur, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous dis au revoir à toutes et tous et tout simplement bonne journée à toutes et tous, à bientôt au prochain live, ciao!